Il est 11h11. Il y a un an, Angela Merkel rempilait pour un 4e mandat à la tête de l'Allemagne, un record dans l'histoire de l'Allemagne démocratique, au prix, il est vrai, de l'un des pires scores de l'histoire de son parti, la CDU, au prix, un an plus tard, aussi de manifestations assez inédites dans les rues de Chemnitz, en Allemagne de l'Est, où plusieurs milliers d'Allemands dénoncent sa politique migratoire et surtout un chiffre, aujourd'hui, 28%. Seuls 28% des Allemands se disent prêts à voter pour une coalition CDU-CSU. Alors, question, jusqu'où peut aller la baisse? Jusqu'où peut aller la chute d'Angela Merkel? La réponse de Nicolas Barotte, il est le correspondant du Figaro à Berlin. C'est une très bonne question, c'est très difficile à dire. Aujourd'hui, elle est extrêmement affaiblie et son gouvernement passe de crise en crise. Ça fait 6 mois qu'il est en place. Il connaît sa 2e crise qui menace même la cohérence de la coalition. En juin, c'était sur l'immigration. Là, cette semaine, c'est sur le patron du renseignement allemand qui est proche de l'AfD et qui a été démis de ses fonctions. Donc à ce rythme-là, on se demande comment elle peut encore tenir 3 ans. Parce que la CSU la conteste, le SPD n'a aucune envie de la soutenir, de la sauver et de poursuivre sa descente aux enfers dans les sondages. Et donc, personne n'a envie de poursuivre cette coalition. Mais l'avantage d'Angela Merkel, c'est qu'il n'y a personne d'autre pour elle pour tenir le pouvoir aujourd'hui et pour réussir à diriger ce gouvernement. Donc, faute d'alternative, elle pourra rester en place encore 3 ans. Il y a une autre femme qui n'est pas Angela Merkel, qui est en train d'émerger également en Allemagne. Elle est très différente d'Angela Merkel, d'abord parce qu'elle est de gauche, et même de gauche radicale, et surtout parce qu'elle a un discours qui dénonce la politique migratoire d'Angela Merkel. Elle s'appelle Sarah Wagenknecht. Elle a monté un mouvement qui s'appelle Aufstehen au sein de l'équivalent de la France insoumise en Allemagne. On l'écoute. Und ich finde, ich bin es leid, die Straße Pegida und den Rechten zu überlassen. Weil viele Menschen ja auch dort, das sehen wir ja, teilweise mitlaufen, nicht weil sie Fremdenhasser und Ausländerfeinde sind, sondern weil sie sich abgehängt und zurückgesetzt fühlen. Und ich möchte diese Menschen nicht solchen Bewegungen überlassen. Ich finde die sozialen... On vient de la voir, alors c'est Sarah Wagenknecht, elle peut incarner l'après-Merkel? Je pense pas, elle vient d'une frange... Elle peut participer à une future coalition éventuellement, mais je ne pense pas qu'elle soit en mesure, en tout cas aujourd'hui, ni dans un avenir proche, de diriger un gouvernement. Elle est à la marge. Et il y a, au sein du parti, comme je le disais tout à l'heure, il y a une entente, et aujourd'hui ce tabou n'est toujours pas levé, pour les coalitions au niveau national. Pour l'instant, l'extrême gauche n'a pas participé depuis l'éclatement du SPD, en fait. Donc je ne pense pas que dans un avenir proche, ça puisse être possible. Oui, elle vient de l'extrême gauche, Sarah Wagenknecht. Elle a donc fondé ce mouvement qu'on pourrait traduire par debout, et qui a une double fonction, double fonction, et ça se contredit. Premièrement, attirer vers l'extrême gauche les électeurs de gauche qui sont partis à l'AfD, en leur proposant aussi un discours anti-immigration. Et d'un autre côté, créer une plateforme commune pour créer une gauche plurielle un jour qui pourrait reprendre le pouvoir, composée par l'extrême gauche, le SPD et les Verts. Là, il y aura c'est contradictoire. Idéologiquement, c'est pas possible à l'heure actuelle. Surtout, on parle comme la première puissance industrielle en Europe. Je vois mal le capitalisme rénant bousculé vers une espèce de forme de post-communisme. Et surtout, la 4e puissance industrielle du monde. Il ne faut pas oublier que l'extrême gauche n'a jamais été au pouvoir en Allemagne de l'Ouest. Et je ne vois pas, vu la puissance du modèle économique actuel, le plein emploi quasiment que connaît l'Allemagne, l'extrême gauche arrive au pouvoir. Et nostalgie ne sera pas suffisante puissante, si je vous suis. Valentin Pilate, des réseaux sociaux, nous a rejoint. Bonjour. Valentin, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur cette question chez nos internautes? Quelles sont les questions que se posent nos internautes? Alors, il y en a beaucoup. Pour commencer, la question qu'on vous a posée sur Twitter, vous êtes toujours 70% à penser que Angela Merkel ira au bout de son mandat. Continuez à y répondre, le hashtag Figaro Live et les décrypteurs pour trouver cette question. Enfin, sur le Figaro.fr, je vois beaucoup de réactions, notamment celles d'Antimac, Ducky, Théodoric ou Phil. Et je vais citer Antimac qui nous précise qu'elle n'aurait pas dû se représenter. J'ai d'autres commentaires, notamment celui de Vincent.
Pour Vincent, c'est le mandat de trop. C'est le mandat de trop, comme tant de personnalités au pouvoir, elle n'a pas su s'effacer et ne semble toujours pas le vouloir. Dorothea, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque ? Oui, il y a une forme d'usure de pouvoir. Vous savez, là, c'est son 4e mandat. J'aurais presque envie de dire, c'est absolument inévitable. Au bout d'un 4e mandat, quel président de la République se maintient en France pendant aussi longtemps, hein. D'ailleurs, elle tient le même record que Konrad Adenauer, qui est resté longtemps et qui, à la fin, a connu la même usure. Maintenant, c'est une redoutable stratège. Il ne faut pas la sous-estimer. Elle a connu des crises bien pires, hein. Il ne faut pas oublier que la crise migratoire, elle n'est pas en train de se résorber, mais elle était bien plus aiguë en 2015. Elle a connu bien pire. Et je lui fais confiance pour, une fois de plus, en arriver à bout. Mais c'est vrai qu'il y a une grande fatigue de la part des électeurs, ça c'est certain. C'est ce qu'on perçoit aussi à Berlin. Oui, je pense. Moi, je souscris totalement à ce qui a été dit. Oui, je pense Kohl, qui était son mentor en politique, était très usée à la fin de son mandat aussi. Mais la raison pour laquelle elle s'est représentée, c'était d'abord, elle n'a pas préparé sa succession au sein de la CDU. Les gens qu'elle avait mis en piste, notamment Ursula von der Leyen, a eu, elle aussi, traversé des crises, il y a eu des scandales au sein de la Bundeswehr qui l'ont fragilisée. Finalement, Angela Merkel y est allée aussi parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et voilà, aujourd'hui, elle récolte cette faiblesse, mais il n'y avait pas d'autres candidats possibles à l'époque. Une autre question, Valentin. Oui, plutôt une remarque, celle de Decky et d'Antimac qui échangent actuellement sur le chat de Figaro Live, parce qu'on est en direct sur Figaro.fr, il y a un chat et ils échangent actuellement. Pour Decky et Antimac, au final, c'est un problème d'intégration, je les cite, sur les plans culturels et sociaux, trop lents selon eux. Est-ce que vous êtes d'accord, Patrick Saint-Paul ? Sur la question d'intégration. D'intégration des migrants, par exemple ? D'intégration des migrants, oui, en effet. L'Allemagne n'était pas un pays d'immigration, à part les vagues turques. C'est pas comme la France. Donc cette vague a été un choc beaucoup plus fort. Mais je pense que l'intégration en Allemagne est quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux qu'en France, où il y a des cours de langue obligatoires, il y a un certain nombre de critères qui doivent être pris en compte. Et bon, là, c'est une vague massive, donc c'est extrêmement compliqué à gérer. Mais l'Allemagne a plutôt, traditionnellement, elle gère mieux ces questions parce qu'il y a des vrais efforts qui sont faits pour l'intégration. Il n'y a pas des zones où on met les immigrés de côté. Il y a beaucoup plus de mixité. Donc voilà, il y a évidemment un tas de problèmes et ça a provoqué des mouvements, notamment contre des foyers d'immigrés. D'ailleurs, dans les années 90 aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, le soulèvement contre les migrants en Allemagne. C'est un Rostock, notamment dans les années 80, oui. Dans les années 90, à Ausländer Raus, les étrangers. Oui, mais c'était pas seulement en ex-RDA, c'était aussi à Solingen, en Allemagne de l'Ouest, et je veux dire, c'était un phénomène national. Il y a quand même un malentendu là-dessus, parce que il faut vraiment distinguer entre migrants ou immigrés et réfugiés. Les immigrés qui viennent en Allemagne viennent pour rester un temps, voire pour pouvoir être intégrés et faire partie de la société allemande, comme c'est le cas par exemple des Turcs. Ce n'est pas du tout le cas des réfugiés. Les réfugiés viennent pour un temps, le temps que dure la guerre chez eux. Nous avons déjà eu en Allemagne des réfugiés afghans durant les années 80 qui sont repartis en Afghanistan. Nous avons eu plusieurs centaines de milliers de réfugiés post-yougoslaves, bosniaques notamment, mais aussi kosovars, qui sont repartis une fois la guerre terminée. Alors, je ne suis pas naïf, je sais bien que la situation en Syrie n'est pas simple et que demain, ce ne sera pas la paix là-bas. Mais dans la logique des Allemands, dans la logique d'Angela Merkel, lorsqu'elle a ouvert les frontières, et donc il y a vraiment un procès d'intention que je trouve grotesque, n'était pas de faire venir, pour des raisons notamment démographiques, des centaines de milliers de Syriens pour qu'ils comblent les problèmes démographiques en Allemagne. Ah, vous inscrivez en faux contre complètement. Cette idée. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas prévu qu'ils restent. Les Syriens que l'Allemagne a acceptés, les Syriens et les Irakiens... Pourtant, c'était un discours qu'on entendait même quand on était dans les gares de Munich ou même de Vienne, à l'époque, quand ces migrants sont arrivés.
On disait la bienvenue, certes, donc si vous faites allusion à ça. Oui, il y avait le Willkommen, mais également les gens disaient, et en plus c'est quand même de la main-d'œuvre qualifiée, on en a besoin actuellement, déjà à l'époque. Mais c'est une minorité parmi les réfugiés qui sont venus. Évidemment, il y a l'image du médecin syrien qui va enfin pouvoir s'installer dans Ras campagne où personne ne veut exercer le métier de médecin. Très bien. Et ce que vous dites, c'est que même le patronat allemand n'a pas tablé sur ça à ce moment-là. Mais non. Ce sont des gens, pour l'essentiel, pour une grande majorité, qui ne sont pas formés, qui ne maîtrisent évidemment pas l'allemand, c'est la main-d'œuvre peut-être pas chère, mais c'est pas sur ça qu'on va bâtir le modèle économique allemand. L'économie allemande a besoin de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le domaine numérique. Et les réfugiés qui sont venus, et ce n'est pas leur faute, n'ont pas les préacquis nécessaires pour combler ces déficits-là. Juste un chiffre, puisqu'on en reparlait tout à l'heure, c'est le chiffre un des chiffres qu'on cite depuis le début de cette émission. Donc 56% des Allemands sont contre l'actuelle politique migratoire du gouvernement Merkel. Question, puisque c'est une femme qui quand même a beaucoup gouverné, les yeux rivés sur les sondages. Si aujourd'hui elle faisait un coup d'éclat inverse, celui de 2015, si aujourd'hui elle adoptait une politique résolument anti-migratoire, est-ce qu'elle pourrait rebondir dans les sondages ? Sans doute dans les sondages en Allemagne, oui, mais imaginez un instant, et c'est pour ça aussi qu'elle a agi comme elle a agi en 2015, imaginez que l'Allemagne, écoutez, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, son tour de barbelé de fer, à l'instar de la Hongrie, en 2015, alors vous pensez d'un mur. Barbelé de fer, ça vous fait penser à quoi ? Vous avez deux solutions en Allemagne, soit les camps de concentration, soit le rideau de fer. Voilà. Donc on a opté pour l'ouverture. Donc pour un pays comme l'Allemagne, ce n'est pas évident d'agir à la hongroise. Elle ne retournera pas sa politique migratoire. Une autre question, Valentin ? Oui, une autre question. Alors je le cite, JH, c'est son pseudo sur le Figaro.fr. Pour lui, au final, la question qu'on pose, est-ce que Merkel ira au bout de son mandat ? Elle n'a rien d'étonnant, car, je le cite, elle est à l'origine de cette immigration massive au détriment de l'Europe. L'immigration, c'est vraiment le point noir de son bilan, je cite Antimac. Et pour aller plus loin sur l'intégration, de qui, lui, considère que cette intégration des réfugiés passe par l'économie, par l'emploi. C'est via l'emploi qu'on pourrait réussir à intégrer, en l'occurrence, ces réfugiés ou les migrants, pour diverses raisons. Vous êtes d'accord ? Bien évidemment. Et de toute façon, l'intégration, la plupart du temps, passe par l'économie, l'emploi, etc. Maintenant, la question est de savoir, il y a un malentendu au départ, encore que... Alors, il faut aussi peut-être un tout petit peu nuancer le propos. Je vous coupe, Dorothée. Il y a un malentendu, puisqu'on a confondu réfugiés et migrants, par exemple, mais il y a une vraie crise d'intégration. En tous les cas, ce qui semble en Allemagne, avec notamment cette crise avec ce joueur de foot d'origine turque, qui a été dénoncé et qui a été obligé de se retirer. Tout à fait. Alors, il faudra peut-être tout d'abord nuancer le propos sur l'intégration des réfugiés. Alors, on dit, elle aurait dû fermer les frontières. Il faut savoir, en 2015, les réfugiés étaient en grande partie en Hongrie. C'est une décision plus ou moins ad hoc qui a été prise par la chancelière. Et je suis parfaitement d'accord avec M. Stark, qui dit qu'il n'y a pas eu de calcul pendant des mois, misant sur un rebond de la démographie, etc., ou sur un emploi d'ouvriers complets. Donc, ils sont arrivés, on est dans un espace Schengen, les frontières sont ouvertes. Et pour l'Allemagne, il n'y avait pas d'option de mettre barbelé aux frontières. Donc, l'Allemagne était aussi, malgré elle, un peu mise devant le fait accompli. Qu'ensuite, il n'y a pas eu de discussion avec les partenaires européens, ça, c'est certainement un problème. Ensuite, oui, l'intégration passe par l'économie, mais maintenant, il n'est pas encore question d'intégration, parce qu'on pense que les réfugiés, puisqu'ils sont des réfugiés, retournent dans leur pays au moment de la cessation du conflit. Ça, c'est ce qu'on pense actuellement en Allemagne. On pense que surtout les familles dont les enfants sont scolarisés en Allemagne vont rester en Allemagne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Pensez-vous qu'Angela Merkel ira au bout de son mandat ? C'est la question qu'on vous posait sur Twitter. Et pour l'instant, donc la réponse est oui. Apparemment, c'est votre avis aussi, une courte réponse. Alors, je pense qu'il y aura peut-être un changement important encore cette année. Nous avons une élection Bavière, le 14 octobre, qui s'annonce très difficile pour la CSU. Si jamais les sondages se confirment et que la CSU aura 35%, ce sera un tremblement de terre pour ce parti qui est habitué aux majorités absolues en Bavière. Et dans ce cas-là, M. Seehofer pourrait perdre son poste de chef
du parti CSU. Et en tant que, s'il perd le poste de chef de la CSU, ce poste-là, il va probablement devoir quitter le gouvernement. Un gouvernement de grande coalition, même affaibli, avec une Merkel contestée et un SPD en grande difficulté, un gouvernement de cette nature-là, sans M. Seehofer, a des chances de tenir. Ah, c'est votre pronostic. Eh ben, c'est ce qu'on va suivre. Donc, c'est le 14 octobre, les élections en Bavière. Et puis, il y a d'autres élections intermédiaires. Il y a d'autres échéances, bien sûr, les élections européennes. Et puis, 3 élections en Allemagne de l'Est l'an prochain. Clause de bilan à mi-mandat avec le SPD. Donc, est-ce que la coalition tiendra jusque-là? Est-ce qu'elle tiendra à ce moment-là? Eh ben, c'est ce qu'on va suivre toute l'année. On connaît enfin les détails du budget 2019. En voici d'ailleurs la teneur. Nous allons poursuivre ce rétablissement des finances publiques. Nous allons le faire avec beaucoup de constance, avec beaucoup de détermination, en baissant les prélèvements obligatoires sur les ménages comme sur les entreprises, et avec l'objectif de tenir les engagements du président de la République. 5 points de dette publique en moins, 3 points de dépenses publiques en moins, et 1 point d'impôt en moins d'ici la fin du quinquennat. Ce projet de loi de finances pour 2019 nous permet de tenir ce cap. Alors, est-ce que vous êtes confiant, est-ce que vous êtes rassuré par ces propos, par ce budget? Nos invités, ils ont une idée de ce que vous pensez, puisqu'ils ont travaillé sur le baromètre réalisé par Via Voice pour HEC et pour Le Figaro, le baromètre qui s'intéresse aux attentes des Français et aux attentes de leurs décideurs. On va décrypter tout cela avec eux. Bonjour Valentin Pilate. Bonjour Vincent. Vous travaillez Bonjour au service des réseaux sociaux et vous avez scruté tout au long de l'émission les commentaires des internautes. Est-ce que nos internautes ont des questions justement à poser sur le budget et sur les différentes opinions qui ont été exprimées à propos de ce budget? Oui, beaucoup de commentaires et de questions donc, du coup, sur ce budget 2019, notamment celui de Spinoza. Je le cite, « La baisse du budget des territoires, c'est incohérent, alors que nos campagnes se meurent, faute d'équipements, d'écoles, de médecins et d'hôpitaux. » Du coup, Marie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire? Alors, c'est un peu dur, hein, évidemment. On manque d'hôpitaux, oui. On manque de... Qu'est-ce qu'il dit, votre internaute? On manque d'écoles, de médecins. Oui, et j'imagine que votre internaute, il est aussi... c'est le nôtre, hein, c'est celui du Figaro. Oui, bien sûr. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Et lui, il doit être aussi pour le pouvoir d'achat, contre la dépense publique, contre la suppression du nombre de fonctionnaires. C'est un monde qui est moyennement réaliste. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort quand même dans ces budgets, dans ces annonces budgétaires, derrière toutes ces mesures économiques et ces décisions politiques, justement, cette fameuse France périphérique n'est pas un peu sacrifiée par ces budgets et par la politique économique du gouvernement? Alors, le budget de la cohésion des territoires, c'est par mission. Alors, elles ont des missions un petit peu dont les noms m'échappent, est considérablement renforcé. Hein. Alors, le budget ne résonne évidemment pas en politique parisienne ou en politique périphérique. Ou en politique de région. Mais par contre, le budget des territoires est, je n'ai pas le chiffre en tête, mais considérablement renforcée. Après, c'est vrai que la question, elle est sur des politiques de cohérence d'ensemble. On n'en est pas en France à choisir... alors, en plus, il y a une question sur à choisir entre les grandes villes entre les grandes villes et les petites, même s'il y a des politiques de territoire qui sont instaurées. Je pense qu'il va y avoir des choses, pendant que nous parlons, Agnès Buzyn présente la loi de financement de la sécurité sociale. Qui va être à l'équilibre, ce qui n'est pas arrivé depuis 18 qui va être à l'équilibre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et, voilà, ils essayent de faire au mieux. Ce monde que nous décrit notre internaute ne peut pas exister compte tenu des contraintes budgétaires, parce qu'on parle de budget en France. Et, voilà. Parmi les contraintes budgétaires, quand même, on note d'ailleurs une réduction du budget consacré à l'agriculture. Si je peux me permettre, la grande difficulté du budget, sans doute aujourd'hui, c'est aussi la conjoncture économique et la croissance. On a une croissance plus faible que prévu, on a des déficits plus importants que prévu. Donc dans ce cadre-là, on a plus un manque d'argent que trop d'argent. On avait une situation assez différente l'année dernière où on avait pu faire, le gouvernement a fait des choix de
à travers la suppression de l'ISF, à travers l'augmentation d'un certain nombre de budgets. Aujourd'hui, il y a des choix difficiles à faire et tout ça ne peut que satisfaire très peu de gens et entraîner beaucoup d'insatisfaction auprès des Français, puisque forcément, il faut faire des choix difficiles. Parce qu'en fait, le gouvernement essaie de contenter un petit peu tout le monde, et le risque de contenter un petit peu tout le monde, c'est de décevoir tout le monde. C'est le problème en même temps appliqué au budget. Une autre question, Valentin ? Oui, une autre question. Je posais la question sur le chat de Figaro Live, car les internautes nous regardent actuellement sur le Figaro.fr et on échange actuellement. Je posais la question de dans quel ministère est-ce qu'on devrait plutôt augmenter le budget et le baisser. J'ai Double B qui me répond qu'il faudrait l'augmenter dans l'écologie, l'éducation et l'emploi. Et à plusieurs reprises, on m'a répondu qu'il fallait baisser le budget des armées. Est-ce que c'est quelque chose qui rencontre notamment, qu'en dit par exemple l'opinion et qu'est-ce qui en ressort dans les baromètres ? Alors là encore, c'est un sujet sensible. Si on se souvient du début du quinquennat, il y avait le général en chef des armées, le général De Villiers, qui avait démissionné parce que justement, on lui avait promis une augmentation des moyens et finalement, le premier budget de l'ère Macron avait vu plutôt une baisse des moyens de l'armée. Donc on a vu qu'il y a quand même un précédent qui était compliqué. Et donc l'opinion publique par rapport à l'armée, on peut penser que pour un certain nombre de Français, c'est pas forcément la priorité. D'un autre côté, on sait que les moyens de la défense ont été très largement limités depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc voilà, à un moment, les efforts, on ne peut pas trop les faire porter indéfiniment. Les sondages d'opinion, par exemple, sont quand même plutôt favorables à une augmentation du nombre des crédits pour la défense. En tout cas, je vous renvoie à la dernier talk stratégique avec comme invité Bénédicte Chéron, qui est universitaire et qui, justement, s'est intéressé à la façon dont l'armée est perçue par les Français et en particulier le fort soutien dont jouit cette institution dans l'opinion, même si elle est mal connue. C'est à retrouver sur le Figaro Live et donc sur le Figaro.fr. Éric Mingus. Et donc quand on regarde effectivement le baromètre, les policiers, gendarmes et militaires sont très peu souvent cités, seulement par 10% des décideurs, comme source de suppression possible de fonctionnaires. Encore une fois, il y a d'autres postes, encore une fois les agents municipaux et territoriaux qui sont beaucoup plus souvent cités. C'est eux qui sont les plus ciblés dans votre enquête. Juste une question peut-être, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces annonces hier, Marie ? C'est une très bonne question et qui est difficile parce qu'il n'y a pas dans ce budget de points saillants. C'est-à-dire qu'on a effectivement un peu de baisse d'impôts pour les ménages, des baisses d'impôts pour les entreprises, un peu de réduction de dépenses, un peu de réduction de déficit, parce que quand même, il faut le noter, il y a de la réduction du déficit. Et finalement, une espèce de saupoudrage. C'est un peu dur de dire saupoudrage, mais il n'y a rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez du budget de l'année dernière, on avait quand même supprimé l'ISF, refondé l'ISF, qui était la mesure il l'a payé cher en termes de notoriété, d'ailleurs Emmanuel Macron, qui était la mesure qui était un peu ressortie de ce budget. Là, on a un peu de fiscalité écologique, on a un petit peu on ne va pas reparler des mesures de pouvoir d'achat, mais... En fait, la mesure forte, c'est aussi l'instauration de l'impôt à la source cette année. Alors, c'est une mesure forte qui est juste inscrite dans le budget, mais qui est une mesure de circuit de l'impôt, de modalité de prélèvement de l'impôt. On va pas redétailler. Non, la seule chose, c'est que, et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, essayer de faire plaisir à tout le monde, il y a des choix qui sont faits en matière de priorité sur les économies. Emmanuel Macron a assumé de donner la priorité aux armées, à la police, à la justice, au détriment de d'autres ministères, le travail. On retombe à des niveaux d'emploi aidé qui sont très bas. Voilà, il y a d'autres ministères qui, ils l'assument, sont sacrifiés. Éric Mingus. Je partage le sentiment effectivement d'une sorte de saupoudrage. On a beaucoup de mesures dans des sens un peu différents. Et effectivement, ce qu'on a du mal à voir, c'est le long terme. Comment on va arriver à réduire les dépenses d'ici 2022. Comment on va affronter les nouveaux challenges du ralentissement de la croissance mondiale, etc. Peu de visibilité sur ces thèmes-là dans ce budget. Il manque le structurel dans ce budget. Il manque les orientations, et vous avez raison, sur le long terme, de ce qui structurellement réduira les dépenses publiques, la réforme de l'État qui avance, qui n'avance pas. Donc tout ce qui est effectivement long terme. Un pas d'escargot, comme le dit Jean. Un petit pas. Un pas d'escargot, comme le dit Gaëtan de Capelle, dans l'édito à retrouver sur le Figaro.fr et bien sûr dans l'édition print du Figaro.
D'autres questions, Valentin? D'autres questions, notamment celle de Frédéric, qui est très intéressante, je trouve. Combien la France donne à l'Union européenne et combien l'Union européenne redonne à la France? La France est contributeur net. Ouais, C'est ça. Du coup, Eric Mangus, peut-être, si vous Je avez... n'ai pas exactement les chiffres. Mais On va effectivement, essayer de les retrouver. Contributeur net, oui. En tout cas, la certitude, c'est que la France donne plus à l'Union Parce qu'elle européenne qu'elle ne reçoit de Bruxelles. Et peut-être juste un dernier commentaire, celui de W, qui, pour le coup, lui, affirme c'est du saupoudrage, ce qui est fait actuellement. Pour le citer, ce gouvernement brasse de plus en plus d'air. C'est ce qu'il nous dit actuellement. Je voudrais revenir sur un autre commentaire, peut-être Valentin, c'est celui de Paul, puisqu'il a appuyé sur un sujet qui est récurrent, c'est sur les retraités. Paul nous dit ce budget est une catastrophe pour les retraités. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'est ressenti comme tel. C'est vrai que des efforts leur ont été demandés l'année dernière. C'est la hausse de la CSG qui n'a pas été compensée pour les retraités, alors qu'elle l'a été pour les salariés. Alors, ils sont un petit peu revenus en arrière, le gouvernement, en exonérant 300 000 de ses retraités cette année, de la hausse de la CSG. Voilà, c'est un effort qui est assumé là aussi par l'exécutif, qui veut, dans l'histoire qu'il raconte de son quinquennat, valoriser le travail. Donc oui, les retraités sont mis à contribution. Deux commentaires par rapport à ce que vous dites. D'abord, est-ce que si on regarde ce dont bénéficient les retraités dans ce budget et ce à quoi ils vont devoir contribuer, est-ce que pour eux, le solde est positif ou négatif? Est-ce que ça baisse plus que ça n'augmente ou est-ce que ça augmente plus que ça ne baisse? Là, vous nous faites sortir les calculettes. Non, Pardonnez-moi de vous parler d'économie. Ce sont des additions et des soustractions qui, il me semble, sont un petit peu compliquées à faire compte tenu des mesures qui ont été prises par le passé. Au final, moi, je n'ai pas une réponse claire à vous donner, si ce n'est que, oui, les retraités sont mis à contribution en net, je ne peux pas vous le dire. Donc, en ressenti, par contre, le grand public, même les décideurs, pensent que les retraités paieront plus qu'ils ne seront payés. Mais en tout cas, c'est une mesure du coup qui dépasse même les. Enfin, c'est un constat qu'on peut faire même au-delà des retraités. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de lisibilité. Même nous, on a du mal ici sur ce plateau à vous dire qui va être les gagnants ou les perdants de. Si on prend toutes les mesures qui vont impacter le pouvoir d'achat des Français, il y a la baisse des charges, il y a la CSG, il y a la taxe d'habitation. Il y a l'essence et le tabac, on en parlait tout à l'heure, les heures supplémentaires, plus le prélèvement à la source qui va se mettre dans tout ça, qui normalement n'a pas d'impact, mais qui va quand même avoir un impact psychologique, etc. Donc en fait, par rapport à tout ça, parce qu'on parle des retraités, mais en fait il y a des retraités qui sont très riches, il y a des retraités qui sont dans la classe moyenne. Est beaucoup plus sévère. Il y a des retraités qui sont en difficulté. C'est plus que ça, c'est plus que ressenti, ça va être réel. Alors, on verra l'impact à la fois psychologique et puis réel, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un ensemble de mesures très complexes qui va impacter différemment les Français en fonction de leur niveau de vie, en fonction de là où ils habitent, en fonction de plein de choses. Donc dans tout ça, c'est vrai que personne ne sait très bien à quelle sauce il va être mangé en 2019, entre guillemets, et tout ça, ça crée forcément des inquiétudes très fortes dans l'opinion publique. Je rebondis justement, quand on voit les hausses de certaines taxes frappant les Français les moins aisés, je parle notamment, on peut parler notamment des cigarettes, même si tout le monde fume, mais le fait de fumer des cigarettes peut toucher toutes les catégories de société, c'est pareil pour l'essence, mais ceux qui sont justement dans la France périphérique sont conduits, si je puis dire, à utiliser plus leur voiture, puisqu'il y a moins d'infrastructures de transport en commun. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'écart se creuse à l'avenir entre le grand public et les décideurs sur ces questions-là? Que les décideurs adhèrent plus aux mesures gouvernementales que le reste du grand public. Justement, on voit plutôt l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'en juillet, on avait en gros deux trajectoires qui se différenciaient, c'est-à-dire que les décideurs, les élites avaient plutôt confiance dans ce qui se passait, à la fois les choix politiques et à la fois la conjoncture économique, qui disaient les choses vont de mieux en mieux. C'était à peu près depuis 2016-2017. À l'inverse, le grand public qui avait eu plus d'optimisme en début d'année commençait à être un peu inquiet dès le printemps dernier. Aujourd'hui, on voit plutôt que les perspectives se rejoignent, c'est-à-dire que les décideurs, les élites économiques qui jusque-là étaient très, très optimistes, beaucoup plus que le grand public, aujourd'hui ils se disent de plus en plus la croissance elle va pas très bien, le déficit ça va pas très bien, et en plus il y a un contexte international avec du protectionnisme, avec Donald Trump, avec le Brexit, avec des incertitudes politiques en Europe, etc., qui fait qu'on voit pas très bien où on va et il y a des fortes incertitudes économiques. Ils sont toujours vent debout contre le protectionnisme, d'ailleurs, les décideurs français.
Alors ici, on ne leur pose pas forcément tout à fait la question. Mais aux dernières nouvelles. Mais aux dernières nouvelles, effectivement, il n'y a pas de soutien très net à ce genre de revirement politique. Valentin, une dernière question. Oui, plutôt des commentaires. Je vois WB qui nous dit que la hausse de la CSG, c'est une honte pour les retraités. Martine qui suit un peu le mouvement, c'est une honte, pas de cadeau pour les retraités, alors que moi j'ai travaillé depuis que j'ai 15 ans, qu'on nous laisse tranquille les retraités. Je terminerai avec le commentaire de Jacqueline, les retraités sont les plus touchés. Ça revient très souvent dans les commentaires. Les retraités se sentent vraiment oppressés fiscalement par ces réformes et ce budget, en l'occurrence 2019. Puisque vous évoquiez merci en tout cas de nous avoir partagé ces commentaires, puisque justement on parlait du travail, on dit que vous disiez depuis le début que ce budget était un saupoudrage, on ne voyait pas un choix. En revanche, il y a quand même, quand on parle du travail et des propos qu'on entend depuis hier des responsables gouvernementaux, il y a quand même un choix politique qui est fait aujourd'hui, un choix politique fort qui est justement de baisser, de rompre avec la politique de l'emploi aidé. Oui, de rompre avec la politique des emplois aidés, c'est assez cohérent quand on mise sur le... C'est assez fort comme mesure. C'est assez fort, mais quand on a fait de sa ligne directrice de restaurer la compétitivité du pays, donc des entreprises, c'est assez cohérent finalement de miser sur l'emploi dans le privé, plutôt que de se dire on va faire de l'emploi aidé pour continuer à baisser les chiffres du chômage. Ça veut dire que les allocations chômage à terme doivent baisser. Ah bah là, on est en grande négociation. Là-dessus. On va voir ce qui ressort de la discussion avec les partenaires sociaux. Mais je voudrais juste vous rappeler que Emmanuel Macron s'est engagé sur un chômage à 7% à la fin du quinquennat. S'engager sur ce genre de courbe, c'est assez périlleux. On a pu le constater lors du précédent quinquennat. Mais voilà, il l'a redit, ce sera, selon lui, 7% à la fin du quinquennat. Et est-ce que c'est un point sur lequel, justement, l'opinion est sensible ? Sur ces questions du travail, de baisse du travail, est-ce que alors le chômage c'est très important. Là, on voit des inquiétudes qui remontent. Les Français avaient eu tendance à penser en début d'année 2018 que le chômage allait plutôt baisser. Aujourd'hui, ça s'inverse plutôt. D'ailleurs, on voit que les chiffres du chômage ne sont pas très bons. Mais oui, ça reste une attente très très forte. Il y a le pouvoir d'achat, mais il y a surtout l'emploi aussi qui est quelque chose de très important pour les Français. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On ne mourra pas demain de la pollution, on en meurt aujourd'hui. C'est ainsi qu'Anne Hidalgo commence son livre « Respirer » qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions de l'Observatoire. Alors elle y répond aux critiques dont elle fait l'objet, mais elle défend également son engagement écologique dans la capitale. L'occasion d'y regarder d'un peu plus près sur ces 4 années déjà passées à la mairie de Paris avec nos décrypteurs du jour. Fermeture des voies sur berge, pistes cyclables partout, moins de places de stationnement. Anne Hidalgo est-elle toujours aussi déterminée, aussi sûre d'elle dans son action ? C'est en tout cas un enjeu de santé publique puisque la pollution de l'air est déjà la 3e cause de mortalité en France. 2500 personnes en meurent à Paris chaque année. 48 000 décès prématurés sont causés chaque année par les particules fines. Alors la capitale parisienne est-elle un modèle à suivre en matière de lutte contre la pollution ? On en parle aujourd'hui dans les décrypteurs. C'est un livre malin, c'est un plaidoyer écologique évidemment, mais c'est aussi le livre de sa candidature pour sa réélection dans 18 mois, parce que c'est le début de la campagne des municipales à Paris. Le bouillonnement commence et Anne Hidalgo dit « j'assume ». C'est le livre « J'assume », je m'explique et je m'excuse aussi des erreurs, parce qu'évidemment tous les Parisiens... Elle s'excuse. Oui, elle prend... vraiment dans le « j'assume », il y a aussi toute... des erreurs qui ont pu être commises. Alors, elle ne va pas aussi loin que François Hollande qui explique pourquoi son quinquennat n'a pas marché et qui dit « rien n'était de ma faute ». Elle est dans une optique différente. Elle dit « tout n'a pas bien marché, mais effectivement, il y a eu des erreurs et j'assume ». J'assume, elle le répète à plusieurs reprises, évidemment pour des dossiers auxquels les Parisiens pensent en premier, notamment la question de Vélib et... plus encore que l'Autolib qui était plus petit, et sur le Vélib, elle l'assume, Smovengo n'était pas l'entreprise qui était chargée de prendre la suite, n'était pas préparée. Et du coup, effectivement, il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes, et j'assume aussi le mécontentement des Parisiens sur les voitures dont on aura l'occasion, le dossier des voitures qu'on aura l'occasion d'aborder. Et sur précisément les bords de Seine, la question des voies sur berge et tous ces dossiers qui empoisonnent, entre guillemets, une grande partie des Parisiens. Alors, pour vous, c'est plutôt un bilan
de ces années écoulées c'est un bilan, mais ou c'est déjà un programme, le programme d'une future candidate à sa propre succession. C'est les deux, évidemment, parce que Anne Hidalgo, elle revient sur tout ce qui lui est reproché. Elle parle d'un déferlement de violences gratuites auxquelles elle a dû faire face. Elle parle à plusieurs reprises de sa décision, comme je vous le disais, d'assumer et de continuer cette même politique en matière d'écologie, avec quelques nuances par rapport à son premier mandat, et notamment la nécessité de mieux s'expliquer. Mais je pense qu'elle n'a absolument pas changé d'avis sur ses intentions. Et vous pensez qu'elle a eu raison de le faire maintenant, de l'anticiper, ce bilan ? Oui, c'est sûr. De toute façon, il était absolument indispensable de le faire. Elle est conseillée en ça par Serge Auru, qui est une des dernières personnes qui peut vraiment qui a eu accès à elle dans ces derniers mois extrêmement bousculés. Qui en matière d'écologie est le maître à penser de son petit ouvrage, qui est vraiment un ouvrage de campagne. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo est dans une situation extrêmement compliquée et que ce livre est malin, comme je vous le disais, parce que, quelles que soient les oppositions, elle explique en quoi les Parisiens peuvent avoir un intérêt commun. Et là, elle n'a pas tort sur des dossiers comme celui du Vélib, comme celui des voies sur berge. Il y a quand même une forme de consensus sur la nécessité pour ces grandes capitales, parce qu'évidemment, elle met, comme elle l'aime, l'accent sur l'international de façon très très forte. La nécessité pour Paris d'être au cœur de ce combat en faveur d'un mieux vivre pour les habitants. Je reviens quand même sur les événements récents. Donc, la démission de son premier adjoint, Bruno Julliard, la polémique avec Marcel Campion, on peut en parler aussi, la démission de Nicolas Hulot, peut-être aussi il y a quelques semaines. Est-ce que du coup, ce discours écologique, qu'elle résume très bien dans Respirer, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il est fragilisé? Est-ce qu'il n'est pas moins audible quand même en ce moment? C'est évident que pour elle, la situation est une belle occasion de changer de sujet. Compliquée. Évidemment, les deux, la démission de Bruno Julliard qui est arrivée à 2-3 jours de la sortie de ce livre, comme un fait exprès. Même si, évidemment, les calendriers des uns et des autres se croisent toujours. C'est un gros coup sur sa méthode, sur sa manière de faire, sur sa brutalité, etc. Évidemment, ce livre a été écrit avant qu'elle imagine. Elle était loin d'imaginer dans ce livre que son premier adjoint allait dénoncer sa manière de faire. Il tombe bien, en tout cas. Oui, il tombe bien. Je pense qu'il y a une chose, c'est que sur le fond, je pense que la majorité des Parisiens, à mon avis, n'est pas complètement opposée à ce qu'elle propose, mais sur la forme, je crois qu'il y a quand même un souci sur la manière de travailler. Alors, juste, on va prendre quelques propos de ce livre. Quand elle dit « On me dit que je vais perdre, nous allons gagner. On me dit qu'ils sont trop puissants, qu'ils ont de l'argent. Je n'ai pas peur, je préfère la défaite au renoncement. » Ou encore quand elle dit « Je choisis de faire face, de refuser, que la culpabilité m'aveugle ou me paralyse. » Comment, vous, journaliste politique, vous analysez ce type de discours, cette tonalité? C'est assez fascinant parce que cette phrase que vous citez, « Je préfère la défaite au renoncement », elle l'écrit en première page de son livre. Parce que certains avaient suggéré qu'elle puisse s'écarter avant même de se représenter, étant donné le peu de crédit dont elle bénéficiait il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, la situation pour elle est assez différente parce que La République En Marche est à égalité avec elle dans les sondages, que La République En Marche baisse, qu'il y a une division chez eux. Elle sait la droite assez forte, elle sait aussi la gauche radicale assez forte. Et donc c'est une espèce de quadrangulaire qui s'annonce et elle sait aussi qu'elle n'a pas perdu toutes ses chances d'un point de vue politique. Qu'elle reste ou pas, l'avenir le dira. Ouais. Est-ce que vous pensez, Sophie, qu'elle a lancé un mouvement, selon vous, qui portera plus tard? L'histoire nous donnera raison, c'est ce qu'elle dit dans son préambule. Je pense que cette dynamique qui est celle d'une ville, entre guillemets, écologique, a été lancée par Bertrand Delanoë, qu'elle a pris la suite, que cette intuition est celle de Bertrand Delanoë, qu'elle l'a renforcée, mais que par ses méthodes, elle a pu effectivement brusquer les esprits, et la suite verra si c'est elle qui le porte ou un autre candidat. On a une concentration de population à Paris qui est bien plus importante qu'une ville comme Pékin, je crois qu'on dit Beijing maintenant, qui va être beaucoup moins concentrée, mais qui va être beaucoup plus polluée, intoxiquée, parce qu'il y a aussi l'industrie, il y a aussi la combustion. On oublie toujours que l'Asie du Sud-Est est un formidable contributeur dans ce nombre de morts qui sont dus à la pollution atmosphérique, parce
que simplement on fait de la combustion dans les maisons. On a quand même 3 milliards d'individus qui vont faire du chauffage au bois, du chauffage à la biomasse dans les maisons pour chauffer la maison ou pour cuisiner. Et ça contribue à hauteur de 93% dans les décès. Donc ça, c'est une autre source qu'on oublie souvent. Il faut toujours garder un petit peu de la mesure entre ces risques, les risques dus aux individus, les risques dus au transport, les risques dus à l'industrie du charbon. Anne Hidalgo le cite rapidement dans son livre, en comparant quand même ceux qui parlent de l'intoxication à cause des Allemands. Et puis, il suffit de se promener rue de Rivoli. Non, je suis désolé, ça, c'est pas de la science. Ça, c'est quand même un petit peu facile comme argument. Non, il suffit pas de se promener rue de Rivoli pour savoir quels sont les principaux facteurs de risque. Madame Hidalgo, les principaux facteurs de risque, c'est quand même aussi l'industrie. 2017, Damien, a été marqué par 12 épisodes de pollution. C'est Air Paris qui le signale. Les pics de pollution, est-ce que c'est plutôt en été ou en hiver? C'est difficile parce qu'il y a plusieurs composantes. Par exemple, l'ozone, qui est aussi un contributeur dans les décès, dans les maladies cardiovasculaires. L'ozone, ça va plutôt être en été. Ça va être de avril à même septembre, octobre. Voilà, même au printemps, ça commence déjà. Donc là, on a une grosse contribution de l'ozone. Mais ensuite, c'est vrai que les pics de pollution vont être liés, à la météo, accentués effectivement par une météo qui va faire que les particules vont rester dans un environnement. Si vous habitez à moins de 50 mètres d'un axe routier important, alors à Paris, évidemment, c'est fréquent, mais même en province, ça peut arriver. Vous êtes à moins de 50 mètres. Les Canadiens ont fait une étude sur toute une province, l'Ontario, sur 6 millions de personnes. À moins de 50 mètres, vous augmentez de 7% votre risque de maladie d'Alzheimer parce que vous êtes à 50 mètres d'un axe routier important. Donc on voit bien qu'il y a un risque augmenté. Ça concerne du monde, hein. Un habitant sur 6 en Ontario. À Paris, ça concerne presque tout le monde. On est vite à 50 mètres d'un axe routier important. Donc on voit bien qu'il y a des tas de paramètres qui interviennent. C'est aussi pour ça qu'individuellement, c'est très difficile de savoir quelle est votre part de risque. C'est vrai aussi que certaines mesures individuelles, parfois, sont plus faites pour rassurer en théorie qu'efficaces en pratique. Je pense au masque. Hein. Si vous êtes à vélo dans la circulation avec un masque, ça ne sert à rien. Vous avez 93% ou plus même des particules fines qui vont passer, ça ne servira à rien. Donc il y a des mesurettes qui ne servent absolument à rien, puis il y a des mesures effectivement efficaces, mais qui ne sont pas toujours faciles à prendre à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un État, et c'est souvent à l'échelle de la planète qu'il faut faire appel aux protecteurs de la Terre. En ce qui concerne les particules, il y a tout de même un diable dans la boîte. C'est la pollution particulière issue du trafic ferroviaire, et spécialement du trafic ferroviaire en espace confiné. Je pense au métro. RATP a des capteurs, je crois, sur 3 stations, mais il faudrait s'en préoccuper un petit peu plus. Quand on voit la taille d'une plaquette de frein d'une roue de métro, enfin d'un disque de métro, c'est considérable. Est-ce que la ventilation est bien faite? Je crois qu'il y a un travail d'étude à mener sur cette question et on pourrait avoir quelques surprises peut-être. Et la RATP, justement, réfléchit à ces questions-là, selon vous? Probablement. Je crois que la SNCF est associée à un travail avec la région sur ces questions. Et la RATP devrait ou doit lui emboîter le pas. La question, c'est est-ce que la mairie de Paris a une incidence, a un pouvoir, on va dire, sur ce genre de réflexion qui doit être menée par le réseau ferroviaire? Elle a un pouvoir d'influence, mais elle ne peut pas gérer la RATP. Elle a un pouvoir d'influence, elle a peut-être un pouvoir réglementaire, un pouvoir politique, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, elle a un certain pouvoir d'influence sur la SNCF, la RATP, surtout si les chiffres de pollution particulière sont préoccupants dans ces espaces confinés. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe, puisque vous étudiez régulièrement les dernières avancées technologiques en matière d'automobile et vers ce progrès possible, en tout cas sur ces questions de pollution notamment, est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe à considérer que le souci de notre environnement, de notre nature, finalement relève du domaine de l'innovation, de la technique? Non, je crois qu'il faut faire confiance. Enfin, il faut faire confiance. L'innovation, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Sur 30 ans, quand vous voyez, on arrive à des facteurs 100 du point de vue de la pollution sur les voitures en division. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'il faut effectivement se poser la question de l'usage de la voiture dans la ville. Ça, est-ce que c'est fait pour la voiture, c'est fait pour la ville et quel type de voiture? Ça, c'est une vraie question. D'autre part, on est en train de se regarder un petit peu le nombril sur les émissions de CO2. Le trafic routier, c'est 14% en gros de la pollution de CO2, alors que vous avez, Damien Mascret l'a rappelé, des foyers de pollution considérables en Asie. On chauffe encore au bois à la tourbe, on produit du CO2 tant que ça peut. Voilà, bon, on parlait de la voiture électrique, c'est évident qu'il faut produire l'électricité dans un réseau interconnecté globalisé. Quand vous faites une demande d'énergie électrique, vous ne savez pas ce qui se met en marche. Ça peut être une centrale électrique à charbon. Et l'Allemagne a renoncé au nucléaire, qui est un moindre mal, il y a 2 ou 3 ans. Donc on peut faire tourner une centrale à charbon. Donc c'est une affaire très, très, très globale, la pollution.
La journée sans voiture, Philippe, vous y croyez ? Ben écoutez, moi j'y étais avec ma bicyclette, je l'avoue. Il y avait des voitures d'ailleurs, c'était pas complètement, comment dirais-je, sans voiture. Il y avait des taxis, il y avait des voitures. Bon, c'était, je crois qu'on l'a dit, hein, il y a moins de pollution effectivement. Le jour où il y a moins de voitures, il y a moins de pollution issue du trafic routier puisqu'il n'y a quasiment pas de voitures. Maintenant, bon, le lendemain, ça recommence. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'un jour, la ville pourra fonctionner sans voiture de façon durable et permanente? Il faut voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe ailleurs aussi. On n'est pas les seuls dans le monde. Dans le monde, vous avez des voitures dans toutes les grandes métropoles. Alors, il y en a plus ou moins. Il y a des contraintes plus ou moins fortes. Je pense à Singapour où ça coûte une fortune d'avoir une voiture. Donc ça devient parfois un objet de luxe. Il y en a énormément à Los Angeles avec des voitures très, très polluées, mais c'est une ville qui a été construite pour la voiture. Moscou aussi avec des grands axes. Alors, revenons chez nous, revenons à Paris. Il y a eu un plan de circulation qui date des années 70, la voie Georges Pompidou, qui était faite pour faciliter le trafic parisien. Alors, ce n'est pas les Parisiens qui utilisent leur voiture. Les Parisiens, aux 2 tiers, ils n'ont plus de voiture maintenant, à peu près. Hein. C'est un trafic de passage qui est fait parce que Paris est le centre. Et puis, vous avez aussi une dispersion de l'habitat. C'est très cher de vivre à Paris, donc les gens vivent autour et puis viennent en voiture aussi parce que parfois les transports en commun sont défaillants. Alors, on peut s'interroger maintenant sur quel type de voiture il faut utiliser. Le zéro émission, la voiture électrique, c'est très bien, sous réserve que... Il faut savoir comment est fabriquée l'électricité. La production d'électricité, voilà, je fais toujours cette réserve. Mais c'est cher. C'est très difficile à recharger. Il y a peu de bornes ou des bornes de faible capacité. Ça demande un habitat pavillonnaire. Donc il y a toutes sortes de problèmes. Il y a une bonne solution, sans entrer dans la technique, qui est ce qu'on appelle l'hybride rechargeable, plug-in. C'est-à-dire que c'est une voiture normale, avec un petit moteur électrique couplé à la boîte de vitesse, une petite batterie, pas trop grosse, qu'on met sous le siège arrière. Et cette voiture peut faire environ 25, 30, 40, 50 km. Même, alors, plus elles sont grosses, plus c'est intéressant. Les gros SUV, on peut mettre des plus grosses batteries, ils sont plus grands. Et on ne déclenche pas le moteur thermique pendant ces quelques dizaines de kilomètres, donc pour aller travailler, donc pendant 300 jours par an, on peut très bien ne pas mettre de carburant, ne pas rouler au thermique. Et c'est une solution envisagée. Oui, c'est ça. Alors ça coûte quelques milliers d'euros. C'est toujours le problème. D'accord. Je me dis quand même que sur la question assez pertinente de la dame qui a été interrogée, la Parisienne, tout à l'heure, et qui disait « Moi, je veux bien ne pas utiliser de voiture, mais je voudrais plus de transport en commun. » Et il faudrait politiquement refaire le lien entre la RATP et la mairie de Paris, les compétences réciproques des uns et des autres, et la possibilité ou non pour la maire de Paris d'avoir la main sur ce genre de dossier. Ce qui n'est pas complètement le cas, et donc elle s'en plaint suffisamment. Et je pense que là aussi, il y a des choses qui ont été proposées qui le sont à chaque campagne municipale, et on peut espérer que dans ces dossiers-là, les convergences politiques progressent. Jean-Baptiste, est-ce que par exemple, ce sont des choses que peuvent exprimer les internautes que vous avez vues dans les commentaires divers sur ce sujet? Les internautes automobilistes ne sont pas contents, forcément, ils sont coincés dans les embouteillages. J'avais une autre question de Mike. Mike02 demande si l'école ne devrait pas avoir une place plus importante de pédagogie autour de la pollution. Est-ce que ce n'est pas aussi à prendre les choses à la source, à la racine, et à peut-être mieux éduquer, mieux faire plus de pédagogie à l'école? Damien, je ne sais pas. C'est vrai qu'on commence beaucoup de choses à l'école. Pour l'alimentation, par exemple, on sait aussi que les enfants répercutent sur les parents. Donc parfois, il y a une action qui est beaucoup plus efficace. Quand les enfants en parlent, les parents se sentent un peu plus responsabilisés. Et c'est vrai aussi que parfois, on a des parents, et ça m'est arrivé aussi, qui prennent la voiture pour un petit trajet pour amener l'enfant à l'école, simplement parce qu'on ne s'est pas levé assez tôt, on n'est pas prêt au bon moment, et qu'au lieu de les emmener à pied, on les emmène en voiture. Donc on ne leur donne pas toujours le bon exemple, et on sait que l'exemplarité, c'est important. Donc c'est vrai que ça marche dans les deux sens. Les parents peuvent être exemplaires, mais les enfants peuvent aussi répercuter des messages sanitaires, et en particulier des messages par rapport à la pollution et l'usage de la voiture. Si je peux me permettre, sur les écoles, j'avais un exemple que j'ai trouvé assez pertinent dans le livre d'Anne Hidalgo sur la façon dont les Parisiens... et là, je pense que c'est assez apolitique comme problème, parce que quel que soit le maire de Paris, je pense que tout le monde est confronté à la même chose, c'est-à-dire qu'elle enclenche des réformes, et forcément, au moment où les choses sont enclenchées, les choses sont désagréables. Et par exemple, on est dans les cours d'école sur une évolution de l'espace scolaire, avec autrefois des cours qui étaient dégagés de toute végétalisation, et dans lequel aujourd'hui, pour faire baisser la température, notamment l'été, puisque les températures sont appelées, nous dit-on, mais je parle sous votre contrôle,
a augmenté. Là, ils veulent remettre des arbres, remettre une végétalisation, des espaces verts, etc. Donc on est toujours à faire, défaire, refaire, défaire en fonction de l'avancée de la science et de nos connaissances. Mais les parents râlent parce que les enfants ont les pieds dans la boue. Et donc, effectivement... Et très amusante. Hein, mais oui, et je suis complètement fascinée parce que la directrice de l'école... Être maire de Paris, pardon, je coupe Sophie, c'est être à la fois comptable du réchauffement climatique et responsable des taches de boue sur les pantalons des enfants. Pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Voilà. Et donc là, effectivement, à mon avis, quel que soit le candidat et quel que soit le maire de ces grandes villes, il y a toujours, surtout en France, surtout peut-être à Paris, ce mécontentement, ce ressenti. Et comme d'autres, d'autres peut-être pourront porter à sa place le bilan qu'elle a lancé et au sujet duquel je pense encore à titre non pas personnel mais de ce que je vois d'observatrice, les Parisiens sont majoritairement favorables. Jean-Baptiste. On reste sur la ville. Antimac et Astro Michel ne veulent absolument pas prendre de vélo, c'est comme vous Sophie. Pour eux, c'est dangereux et c'est l'assurance d'aller à l'hôpital. Est-ce qu'en fait, mais moi je veux. Mais Paris n'est pas prêt ou il n'y a pas les infrastructures? Si. Comment? Il y a une solution. La Tesla. C'est de mettre des casques. C'est de rouler sur les trottoirs comme à Tokyo. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez impressionnant? Merci Philippe. Merci de cet exemple. Il y a quelque chose qui vous écoute sur cette antenne. L'exemplarité. Il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant dans son livre, encore une fois, c'est le chiffre qu'elle a donné sur les Vélib et sur l'engouement des Vélib. Il y a quand même 17 500 fois le tour de la Terre qui a été effectué en Vélib. Et alors, pourquoi ça n'a pas marché alors? Pourquoi ça n'a pas marché Oui, alors ça n'a pas marché pour des questions... Non, mais donc il y a ce décalage toujours entre les bonnes idées et la réalité, non, la il y a eu non seulement les bonnes idées, mais elles ont été mises en œuvre. De cause, ça a très bien marché. Le Vélib a été un vrai succès. D'ailleurs, tous les Parisiens étaient à peu près favorables à ça. Mais il y a eu effectivement cette rupture. Et là, il y a eu une grosse erreur, non pas seulement politique. Peut-être qu'on aura plus d'informations sur les conditions dans lesquelles le nouveau contrat a été noué et les raisons pour lesquelles la maire de Paris a décidé de lâcher son précédent, enfin celui avec lequel elle travaillait et ça se passait bien. Pourquoi elle a quitté Deco pour une petite boîte? Certains disent parce qu'elle voulait être justement dans l'exemplarité avec une start-up, mais que toutes les startups n'ont pas la puissance pour prendre le dossier. Et de fait, Move & Go n'y est pas réussi. Et elle a bien failli faire planter ce dossier Vélib, qui pour l'instant n'est pas complètement remis à niveau. Moi, je ne me suis pas réabonnée. Le Vélib, c'est un symbole très fort, mais c'est un petit peu, j'allais dire, un symbole ancien. Maintenant, on est au free floating, c'est-à-dire que vous avez des vélos en libre service. Il y a plusieurs opérateurs. Que ça fonctionne, ça. Il y a des vélos, il y a des scooters électriques, il y a 2 opérateurs sur Paris, il y a des trottinettes électriques, il y a d'autres moyens de mobilité qui sont tout simplement les rollers, qui sont les solo wheels, c'est magnifique. Mais d'accord, mais donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est extraordinaire pour les Parisiens. Pour la réalité des gens qui passent par Paris ou des gens qui travaillent, d'ailleurs, qui n'ont pas le temps de se promener de façon permanente. Je vois Jean-Baptiste que vous réagissez, il y a des questions là-dessus peut-être? Isno qui disait sur le Figaro, plus on bloque les automobilistes, plus on crée des embouteillages, donc plus on a de pollution. On ne comprend pas la logique d'Anne Hidalgo, donc effectivement il s'énerve, mais juste avant, on avait Isno et Loupi qui rebondissaient sur justement les embouteillages, en donnant la voix à plutôt des personnes qui habitent en banlieue, avec des trajets pendulaires et qui en souffrent complètement. C'est vraiment les oppositions entre Paris et l'Île-de-France, en un mot, entre le centre de Paris et les Franciliens. La mairie donne le sentiment de s'en fiche et d'ailleurs a des relations parfois très tendues avec des élus, y compris de sa couleur politique, qui sont franciliens et qui ne comprennent pas les méthodes, parce qu'on en revient à la façon dont Anne Hidalgo fonctionne et son autoritarisme qui était pointé par une par une personne interrogée tout à l'heure. Et cet autoritarisme peut sembler extrêmement pénible pour ceux qui sont obligés de traverser Paris pour leur boulot. Alors là-dessus, elle a quand même des idées. Anne Hidalgo, par exemple, elle propose que la voiture ne soit plus individuelle. Ça aussi, c'est une idée. Elle propose, par exemple, dans son livre, de permettre que chacun des modes de déplacement partagés soit accessible via une seule interface, le Pass Navigo, qui pourrait se décliner en application, etc., etc. Donc là, on est quand même déjà dans un programme de candidate qui est clairement exprimé là-dedans. Ces idées qu'elle a, Anne Hidalgo, est-ce qu'elle a un modèle d'inspiration, que ce soit dans d'autres villes de France ou à l'étranger? C'est bien, c'est la vraie question, parce que on a le sentiment, nous Parisiens,
pas seulement les automobilistes, qu'il y a une sorte de machine infernale qui a été enclenchée. C'est-à-dire qu'effectivement, on ferme les voies sur berge, on les divise en deux pour faire passer les vélos. Il n'y a jamais personne à partir du pont du Garigliano. Je suis pas complètement d'accord. Il n'y a pas grand monde. On sent qu'il y a une catégorie quand même très privilégiée, mais qui n'est pas là. Mais par contre, les voitures se suivent. Les voitures se suivent sur une file, c'est atroce. Donc on a le sentiment effectivement qu'il y a quelque chose qui a été lancé, mais sans solution alternative. Et c'est ça qui nous inquiète. Quant à l'autopartage, il y a des villes où on favorise également les voitures où il y a plusieurs passagers. C'est le cas à Los Angeles, où vous avez un carpool. C'est une bonne solution. Moi, ça me rappelle un peu, j'étais enfant en mai 68, quand il n'y avait plus de carburant, et il y avait une sorte de fraternité. On ouvrait les portes, on demandait « mais vous allez où ?» Et moi, j'avais une tante qui était montée dans une voiture militaire où il y avait un général très discret. Elle avait fait un trajet à côté de ce général en autopartage. Merci pour toutes ces confidences qu'on a réussi à recueillir au cours de cette émission. Sophie, Philippe, Jean-Baptiste et Damien, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je voudrais juste qu'on termine sur un tout petit jeu. C'est un quiz. On va réviser un petit peu nos classiques, on va dire, en la matière. À quand remonte la première journée sans voiture en France, messieurs? Est-ce que vous en avez une idée, mesdames? 1997, vous avez quand même des options. 2003 ou 2013? 2003. Eh bien, 97. Bravo. Est-ce que vous vous souvenez où c'était? Est-ce que c'était à Paris? Est-ce que cette idée parisienne? Non, c'était pas à Paris, c'était à La Rochelle. Quel type de véhicule contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre? On y a un petit peu répondu au cours de cette émission. Alors, est-ce que c'est plutôt les poids lourds et les bus, les véhicules particuliers ou les véhicules utilitaires légers? Oui, la réponse. Ça se discute, c'est les véhicules utilitaires légers, parce qu'il y en a beaucoup, mais le poids lourd aussi peut dégager. Alors, a priori, ça dépend des sources, mais moi j'ai plutôt comme information que 62% des véhicules particuliers, Damien, vous acquiescez. Donc on est largement au-dessus des véhicules utilitaires qui sont en termes de quantité, plutôt 18%. En quantité, oui, mais moi les véhicules utilitaires sont moins bien dépollués souvent que les véhicules particuliers, mais évidemment la masse Allez, et donc, fait basculer. On révise nos meilleurs ministres de l'écologie, les 5 derniers. Est-ce que vous êtes capable de les citer? Les 5 derniers. Nicolas Hulot. Non. Enfin, donc l'actuel. Rugy. François de Rugy. Merci. Rugy. Nicolas Hulot juste avant. Ça fait 2. Cécile Duflot. Alors, on avait donc Ségolène Royal juste avant. Oui, avant Ségolène Royal. Moi, je laisse parler mes confrères parce que je suis hors jeu. Allez, Philippe Martin et Delphine Barthaud. C'était donc les précédents. Merci. Bateau, pardon. Merci à tous les 4. C'était mardi dernier, l'Église catholique allemande confrontée à un scandale pédophile sans précédent. 3600 mineurs violés ou agressés sexuellement par des religieux. Son chef s'est exprimé au terme d'une réunion inédite qui a duré plusieurs heures. On l'écoute. Ganz klar muss gesagt werden, sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen. Wer schuldig ist, muss bestraft werden. Allzu lange haben wir in der Kirche weggeschaut, vertuscht, geleugnet, wollten es nicht wahrhaben. Dans tous les documents que l'Église a produits sur ces questions-là, parce que même en France, il y avait déjà eu un grand document au début des années 2000, on n'a jamais vu la référence à cette phrase de l'Évangile. Quand on la lit, on se dit que ce n'est pas en tous les cas le message évangélique qui porte les prêtres à commettre des actes pédophiles, ce qui, dans d'autres cas, pourrait être le cas. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. Pourquoi ils n'ont jamais même utilisé cette référence? Je crois que ce que dit Gérard Leclerc à l'instant est très important parce qu'il y a eu un relâchement de la discipline ecclésiastique. Quand je dis discipline ecclésiastique, c'est un grand mot, mais il y avait avant une exigence. On demandait finalement aux prêtres diocésains, les prêtres que l'on voit partout, non pas ceux qui sont enfermés dans les monastères, de vivre comme des moines, à vrai dire. Des moines, non. Et il y a eu, dans les années 70, un relâchement des exigences. Certains ont vécu, et je le redis, il faut le redire, même s'il y a un prêtre pédophile, c'est un prêtre de trop, la majorité des prêtres tentent de vivre leur idéal et tendent à la sainteté, il faut le dire, parce que c'est très dur pour eux en ce moment, les prêtres catholiques. Oui, vous aviez fait un blog, Jean-Marie, en disant pour un prêtre qui commet des crimes, c'est 100 qui souffrent.
C'est sans qui souffre et c'est à peu plus près, la victime. Je pense que la moyenne mondiale, c'est 1%, 1,5%. Bon. Donc, ce relâchement a conduit effectivement certains prêtres, et Gérard a très bien dit ce que je viens de dire sur les séminaires américains, c'est-à-dire qu'on est plus face à un phénomène, et il ne s'agit pas de comparer, de faire des liens entre pédophilie et homosexualité, on est bien clair. Mais il est vrai qu'il y a eu dans les diocèses américains, on disait même que certaines congrégations religieuses étaient homosexuels, on disait ça comme ça, il y a eu une sorte de complaisance, on disait mais il n'y a aucun problème, on peut très bien être prêtre, chaste et homosexuel, etc. Et ce qui est vrai, il y a des prêtres qui sont peut-être comme ça, qui sont chastes, sauf que d'autres ne le sont pas. Et donc ils sont allés... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans cet univers culturel, il y en a certains qui ont pu en profiter pour commettre des horreurs. Parce qu'il confesse un jeune adolescent de 15-16 ans, il profite de la situation pour aller un peu plus loin, et c'est ça qui s'est passé. Donc ça, c'est un abus de pouvoir, quelle que soit l'orientation. C'est plus qu'un abus, c'est profondément scandaleux. C'est-à-dire que le garçon livre son intimité, son cœur dans le cadre d'une confession, qui est quand même... C'est un viol. Et le prêtre utilise cela, cette fragilité, pour aller le solliciter. C'est proprement insupportable. Jérémy Pontieux des réseaux sociaux nous a rejoint. Il nous reste très peu de minutes, mais je voudrais qu'on réponde aux questions des internautes qui ont été très nombreux. Une première question, Jérémy. Oui, alors peut-être juste un sentiment général, celui que la plupart des internautes trouvent que le temps des excuses a suffi, sans surprise évidemment. Une première question, et beaucoup d'internautes insistent là-dessus, sur le fait qu'il faudrait désormais accepter le mariage pour les prêtres. Ça, c'est une question effectivement qui ressort assez souvent, et notamment dans le chat qu'on a eu ici. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être possible ? Question subsidiaire, est-ce que le célibat sacerdotal qui est demandé dans toute une partie de l'Église catholique n'est pas de nature à provoquer une frustration sexuelle qui, après, va se traduire par ces acteurs ? C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre comme ça rapidement, mais je dirais qu'il y a quand même une remarque de bon sens. C'est que quelqu'un qui est frustré de ce point de vue de la sexualité, il se retourne naturellement vers les femmes. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Il y a eu, dans les années 60-70, il y a eu énormément de départs du sacerdoce, de jeunes prêtres qui se sont mariés. Bon, point barre. Pourquoi cette frustration se retourne vers les enfants ? Mais tout simplement moi c'est mon explication, elle n'est peut-être pas complète, mais tout simplement parce qu'il y a chez ce type d'individu une attirance vers l'enfance. Et pourquoi ce genre de personnages sont entrés dans le sacerdoce souvent ? C'est à cause précisément de la proximité des enfants. C'est le fait que, s'occupant de catéchisme, s'occupant d'un certain nombre d'œuvres paroissiales, on est naturellement, et ce genre de personnage, et parfois, on a affaire à des profils pervers, mais complexes. À la fois, il y a ce sont des gens souvent qui ont de réelles compétences et qui attirent les enfants. Parce qu'ils sont souvent brillants, etc. Ce genre de personnalités ont besoin de se retrouver dans cet univers enfantin. Jean-Marie, sur le célibat, est-ce que dans les églises, au sein de l'Église catholique, où il y a l'autorisation pour les prêtres de se marier, en Orient, ou par exemple chez les anglicans qui sont ralliés au catholicisme romain, est-ce qu'il y a moins de problèmes de pédophilie ? Mais il y en a partout des problèmes de pédophilie, y compris hors des prêtres mariés ou pas. Ce n'est pas la question. Non, mais sur cette question, le célibat ne résout pas le problème. Cela dit, l'Église... mais est-ce qu'il ne le provoque pas ? Le célibat peut disposer, évidemment, comme vient de dire Gérard, ça peut créer un déséquilibre, etc. Et celui qui s'engage dans cette voie, s'il n'est pas clair sur le célibat, il aura des problèmes. Mais il ne faudrait pas dire que le célibat va résoudre la cause du problème. Cela dit, le pape prépare quelque chose de très important. Ça va être discuté au cours du mois d'octobre à Rome, déjà lors d'un synode sur la question des jeunes et des vocations, parce que les vocations chutent en ce moment, évidemment, on peut se demander pourquoi. Et l'accent du célibat va être posé. Et dans un an exactement, au mois d'octobre 2019, un grand synode aura lieu à Rome sur l'Amazonie. Ça paraît très lointain et très exotique, mais derrière ce synode, il y aura la question de l'ordination d'hommes mariés. Et l'Église prend, pour répondre à la question des téléspectateurs, très au sérieux le sujet. Et il y a toujours eu dans l'Église catholique une tradition de prêtres mariés dans les églises orientales.
quasiment pendant tout le premier millénaire. D'accord, mais ça c'est peut-être une autre question, peut-être une vieille revendication, mais sur cette question, est-ce que c'est une façon de résoudre la question? Ce n'est pas une façon de résoudre la question parce que l'Église sait que ce n'est pas la solution, mais elle sait que ces problèmes-là posent la question du célibat. Dernier point, je suis désolé, est-ce qu'il y a juste sur ce point-là, et parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, est-ce qu'il y a une spécificité catholique dans la pédophilie? Non. Et d'ailleurs, je suis assez le pape a accusé le cléricalisme l'autre jour. C'est le cléricalisme qui est la cause de la pédophilie. Si c'était vrai, il n'y aurait de pédophilie que dans l'Église catholique. D'autres institutions religieuses sont touchées, Jean-Marie? Mais bien sûr. Mais dans aussi les mêmes proportions? D'autres clubs, des clubs sportifs, toutes les professions. Et ça, vous êtes en désaccord un peu avec ce que disait François Deveau? Non, pas en désaccord. Il y a dans ces milieux qui sont proches, dans des milieux éducatifs, des personnes, pas toujours équilibrées, qui sont attirées justement par les enfants. On n'a pas épuisé le sujet, je suis désolé, Jérémy, il y avait d'autres questions qui étaient liées, mais peut-être notamment sur cette question de la spécificité, est-ce qu'il y avait d'autres institutions qui étaient touchées? Il m'a semblé en voir passer, donc on a répondu à ces questions-là. Il faudra encore faire une émission sur cette question-là. On va suivre encore les prochaines étapes, la réunion à Lourdes des évêques, où normalement on espère en tout cas voir des évêques, en tous les cas les victimes espèrent voir des victimes pouvoir s'exprimer, rencontrer des évêques, et puis également une grande réunion au mois de février au Vatican, et l'affaire Barbarin également, où on devrait savoir au mois de février si le cardinal Barbarin va devoir s'expliquer un peu plus devant la justice pour ces questions de responsabilité. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et on se retrouve très vite sur Figaro Live.